Mesdames, salut, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de route vers le palais présidentiel. Élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous sommes à une phase, la seconde, après la proclamation des listes provisoires pour les candidats qui doivent participer à cette élection présidentielle. Liste provisoire qui a été rendue publique samedi dernier par Election Cameroun. Et l'on attend donc justement les partis, en fait ceux qui ont été recalés puissent se pourvoir justement en recours auprès du Conseil constitutionnel. Mais en attendant cela, nous avons organisé déjà depuis une semaine aujourd'hui votre émission, l'émission qui sera la vôtre tous les soirs de 19h à 21h, route vers le palais présidentiel. Et ce soir, il y a des jeunes en course pour cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il y a un jeune, il revient pour une deuxième fois consécutive. Serge Espoir Matomba, c'est son nom. Lui, en réalité, il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit clairement ce qu'il entend faire. D'ailleurs, il est vertement panafricaniste et l'on a remarqué ces derniers temps que c'est l'une des rares figures qui pose de manière claire et explicite certains problèmes qui sont les préoccupations majeures actuellement du peuple africain, du peuple camerounais s'entend. Alors ce soir, nous sommes avec lui, mais justement, il a délégué une personne qui est chargée des affaires politiques du parti. C'est un journaliste qui a fait pratiquement 30 ans de carrière, directeur de publication, représentant de plusieurs organes de presse en national et même continental en Afrique, mais surtout en international, car en principe au niveau de l'Iran et même de la Russie, il participe pratiquement par semaine et même voire de manière mensuelle et parfois même au quotidien à certaines tribunes de référence. Lui, c'est Pierre Clavin Godot. Pierre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert, ça fait un plaisir, ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est un grand plaisir de venir partager ce plateau avec tes milliards de téléspectateurs dans le monde au-delà. Effectivement, je suis là pour le compte du PURS, un parti socio-panafricaniste qui est tenu par un jeune Camerounais de 46 ans. Il s'agit de Serge Espoir Matomba, dont le dossier a été validé en première intention par les Camerounais. En réalité, nous n'avons pas de souci à nous faire parce que nous sommes un parti républicain. Nous prenons des valeurs qui caractérisent l'Afrique, qui caractérisent nos patrimoines culturels. Je dois dire que le plaisir est partagé, surtout qu'après une carrière de 30 ans aujourd'hui, analyste politique chevronné, analyste et commentateur des revues de presse au plan national et international, vous êtes aujourd'hui dans le département de la gestion des affaires politiques du PURS. En effet, je suis honoré d'occuper ce poste-là, de m'occuper du pôle politique justement auprès du PURS, ceci dans le cadre de la campagne présidentielle, dans la perspective de l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 octobre prochain. Et ma présence ici est justifiée par ces prérogatives. Malheureusement, la route, vous en parlez. Alors, vous devez arriver ici depuis. Cela n'a été à cause d'une route qui n'arrivait pas, où vous n'arrivez pas à vous séparer des crevasses et autres. Oui, le drame, même, c'est malgré le bon état du véhicule, il n'est vraiment pas possible de dans les plus brefs, en un laps de temps. Tellement, même ceux qui ont bricolé disaient qu'ils ne pas, ils bouchent ils font un traitement curatif des trous. Tout ceci s'est transformé pratiquement en boue, en bain de boue. Et à Yaoundé également, nous sommes arrivés à Yaoundé pour partir, sortir de Colbison, pour ceux qui connaissent l'emprise de l'autoroute, Yaoundé-Douala, pour ici. C'était la couleur à la bannière, le véhicule c'était très difficile parce que
on a l'impression qu'il n'existe plus la voirie urbaine. La notion à Yaoundé, c'est-à-dire que vous avez pu affronter ce qui a été appelé abusivement autoroute Yaoundé-Douala, mais qui n'en est pas une autoroute. Mais vous êtes arrivé à Yaoundé, mais pour arriver ici, vous mettez pratiquement une heure. Plus d'une heure, 1h30. Plus d'une heure, parce que l'état de la voirie urbaine, je me pose bien la question. Moi, c'est très embêtant de découvrir ces réalités, parce que nous sommes basés à Douala. Douala, c'est pas mieux qu'ici. Oui. Mais on se dit qu'à Douala, compte tenu du climat, qui connaît une pluviométrie assez élevée, peut-être que ça peut se justifier à Yaoundé avec ce sol qui semble assez consistant. On se pose la question de savoir où est passé l'entretien, où est passé le service de maintenance du réseau routier, de la voirie urbaine de Yaoundé. C'est vraiment pas agréable. Et ces bouchons-là deviennent de plus en plus récurrents et permanents. Merci, nous sommes déjà. D'ailleurs, c'est votre maison, vous êtes accueillis en principe pour cette élection présidentielle. Vous pouvez venir ici à temps et à contre-temps pour faire rayonner pas seulement le parti, mais les ambitions de ce jeune-là qui aujourd'hui, en réalité, se manifeste comme quelqu'un de dynamique, de cohérent, de courageux, de pertinent. On va peut-être prendre une transition pour revenir dans ce studio. À tout de suite. Retournons sur ce plateau. Nous avons aujourd'hui un candidat sur ce plateau. Il s'agit de Serge Espoir Matomba du PURS. C'est le premier secrétaire national parce que là-bas, c'est le secrétariat qui fait la présidence du parti. Il y a donc un premier secrétaire national et il est représenté ici, je l'ai déjà dit, un chevronné en matière de communication, Pierre Clavin-Koulou. Alors, Pierre, vous partez, le PURS Serge Espoir Matomba va à l'élection présidentielle d'octobre 2025 du 12. Il était déjà en 2018. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui avant de parler du programme politique et de la vision politique? Oui, c'est une question très opportune. Vous savez, Serge Espoir Matomba a fondé son parti politique, le Peuple Uni, pour la rénovation sociale à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, il en a 46. Oui. Ça signifie que depuis son jeune âge, oui, il a eu l'ambition de rentrer un peu, de jouer un rôle, de prendre la casquette, de participer à la gestion des problèmes de la cité. Vous savez, à 28 ans, dans nos pays, la plupart de nos jeunes se plaisent encore à courir l'aventure de la traversée du désert à pied, de la Méditerranée à la nage. Sinon, pour les moins courageux, ils se plaisent à miser sur les courses de chevaux, voilà, et les paris sportifs. Et ça se fait au quotidien. Voilà, voilà. Donc, il a compris qu'il s'est fait une vocation d'entrer en politique. Donc, le PURS, c'est un parti politique qui développe une idéologie socio-panafricaniste. Oui. Et donc, la devise, c'est souveraineté,
justice sociale, prospérité. Souveraineté, justice sociale, prospérité. Alors ça, c'est des choses que les Camerounais doivent savoir. Exactement, c'est extrêmement important. Donc, ces espoirs Matomba n'arrivent pas en politique en aventurier, donc plus en mendiant. Il faut quand même rappeler à notre téléspectateur que c'est un jeune qui prospère. Vrai. Nous avons pas nous et puis nous sommes des républicains. Pour accéder au palais de Tukili, nous n'aurons jamais besoin d'éviter les Camerounais verser de leur sang pour nous. Nous pensons que la vie est ça, c'est au stade actuel, nous sommes sereins et pour preuve, nous sommes arrivés à Yaoundé tout à l'heure il y a quelques minutes parce que nous avons une série de réunions et de rencontres à tenir. Je veux quand même rappeler aussi que avant d'aborder le fond du sujet. Surtout que moi je voudrais qu'on revienne sur la devise parce que pour que les Camerounais puissent voir un peu la devise qui me semblerait cadrer avec l'idéologie. Voilà la devise souveraineté. Vous savez, contrairement à ce que l'on nous fait croire, le Cameroun n'a jamais été un État souverain, encore moins indépendant. Ah, là c'est des questions maintenant sérieuses. On est en train d'entrer. Le Cameroun n'a jamais été souverain, Ni encore moins indépendant. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Dans un premier temps, il n'a jamais été souverain, encore moins indépendant. Vous savez, le Cameroun, je ne sais pas si le Cameroun s'intéresse véritablement à l'histoire de notre pays, je n'en sais pas grand-chose, mais je crois que le Cameroun n'a jamais été non plus une colonie française. Le Cameroun a été placé souvent... On vous voit là, l'antenne à Elecam, lors de la présentation de... Voilà. En fait, vous avez présenté le dossier, il est pratiquement validé. Mais je dis Serge Espoir Matomba parce qu'il est là en blanc, on peut voir qu'il est très jeune déjà. Très jeune, mais avec une tête très bien faite. Voilà. Donc, nous sommes donc dans une dynamique de déconstruction. Une dynamique de déconstruction. Et de rupture. Avec cet héritage. Ça, c'est intéressant, ça. Cet héritage colonial qui, en fait, est la principale cause de tous les malheurs que nous connaissons. Le chômage, la misère, l'abrutissement, l'aliénation, tout ce qui va avec. Nous pensons donc qu'aujourd'hui, il est important pour les Camerounais et surtout les jeunes Camerounais de s'approprier leur histoire. En soit dit en passant, l'histoire du Cameroun ne démarre pas avec la colonisation française. C'était même pas une colonisation. La France a fait le hold-up avec la complicité des Nations Unies. Tout à fait. Sur le Cameroun qui n'a jamais été une colonie française. Nous nous inspirons donc de la mémoire et de l'œuvre de nos illustres anciens. Vous pouvez parler de Locke Piso, vous pouvez parler de Ngba Bissoro, vous pouvez parler de Sonela, vous pouvez parler de Bidamon. Mais des noms que les gens ne connaissent pas. Effectivement. Je crois que ça c'est un travail intéressant que le BURS va donc peut-être faire. Parce que vous venez de citer trois noms là. Quand vous dites Ngba Bissoro, je crois que les gens vont tomber des nues. Ils vont tomber des nues justement parce que la politique de la France s'adosse sur l'aliénation de nos cultures et de notre histoire. Mais vous voyez, vous convenez avec moi qu'on retrouve quand même les statues du général de Gaulle, on trouve les noms des hôpitaux brocadés avec des noms de Français, la Quintinia Douala, on a le statut général Leclerc quelque part. C'est une stratégie tout simplement d'aliénation des masses critiques et de la société camerounaise. Nous pensons que les sociétés qui se construisent avec beaucoup plus de sérénité sont celles qui s'inspirent sur l'héritage. Leur héritage. Leur héritage endogène. Et cet héritage endogène est porté par des référents. Si on pouvait raconter, expliquer aux enfants, à partir de la maternelle, qui fut Locke Piso. Je vous rappelle que c'est un résistant qui a payé de sa vie lors de la pénétration allemande. On n'est même pas encore... on n'est pas encore après la Première Guerre mondiale et autres. Voilà. Et Ngba Bissoro, c'est dans le même sillage. Dans le même sillage, on a le Tibet, l'ancien de Tibati, oui, qui a résisté. Il s'est retrouvé déporté. Voilà où il a décidé où il est décédé de suite d'une grève de la faim parce qu'il n'admettait pas l'humiliation. Ils sont pleins. On a par exemple quelqu'un dans l'Omba qu'on appelait le lion du Mbam. Le lion du Mbam qui aussi a été... Vous êtes en train de creuser l'histoire là et on comprend le peuple uni pour la rénovation sociale. Qui aussi
a été écrasé par les... Pas écrasé, il a résisté aux Allemands, mais lorsqu'il a été fait prisonnier, il a décidé de mourir. Oui, n'a pas accepté. Qui était tellement digne et qui aimait ils aimaient, il n'y avait pas de Cameroun, n'existait pas encore comme État, mais ils aimaient leur peuple. Donc, il était hors de question de le trahir. Nous, on se refait donc à tous ces héritages-là pour pouvoir bâtir un nouveau Cameroun, pas un Cameroun nouveau, parce qu'il faut faire un distinguo. Un nouveau Cameroun. Pas un Cameroun nouveau. Pas un Cameroun nouveau, mais un nouveau Cameroun qui va donc justement, qui va qui va s'adosser sur la résurrection de ces valeurs-là qui ont caractérisé la rénovation de ces valeurs. On peut parler de Oumniobé, de tous ces nationalistes, parce que c'est des gens qui se sont sacrifiés pour notre pays. Ils ont versé de leur sang. Ils ont payé de leur vie, mais le système hérité de la colonisation a tout mis en œuvre pour effacer les traces. Aujourd'hui, nous payons le prix. Quelquefois, lorsque vous discutez avec un jeune, il peut être titulaire d'un diplôme, un grand diplôme, un gros diplôme universitaire, mais il y a des questions qu'il ne peut pas aborder. Mais il est prêt à vous rappeler, vous parlez des films, des acteurs des films de Hollywood, ou bien des joueurs de football, parce que lorsqu'une société en arrive là, elle perd les repères, elle devient malléable. Or, le plus envie de donner aux Camerounais de recréer ces liens intimes que les Camerounais devraient avoir avec leur pays. Leur pays qui est d'ailleurs avec une nation, parce qu'une nation c'est un territoire et une langue. Juste aujourd'hui, le Cameroun c'est certes un territoire, mais ce n'est pas une langue, parce que nous utilisons des langues étrangères. Donc voilà autant de changements. On est même dans un conflit à cause d'une langue étrangère, parce qu'on dit il fait beaucoup de morts. Anglophone et ainsi de suite. On comprend bien et très bien même d'ailleurs les fondements de cette devise. Alors, est-ce qu'on peut commencer par... C'est vrai qu'avec ça, on est déjà comme dans la vision politique. Sur quoi se fonde, sur quel pilier se fonde donc la vision politique du PURS? La vision politique du PURS, nous on a appelé ça le populisme. L'ompondolisme. Parce que vous savez, la génération des nationalités que vous portait la même vision. Mais c'est pour ça qu'ils ont été assassinés. Nous mettons l'accent pour ressusciter leur vision et surtout la vulgariser. C'est des masses critiques parce que à la veille de cette élection présidentielle, il faudrait que les Camerounais sachent exactement à quoi s'en tenir lorsqu'on parlera des projets de société. Là, c'est le projet phare, c'est l'élément phare de notre démarche idéologique qui tourne donc justement autour du panafricanisme. Ça rejoint le panafricanisme, puisque, on le sait, Oumniobé était dans cette mouvance panafricaniste. Alors, ça c'est le pilier central. Mais maintenant, les actions de terrain, c'est-à-dire que, voilà, la vision c'est cela, mais dans l'espace territorial, qu'est-ce qui peut véhiculer à Ouar, qu'est-ce qui peut porter cette vision-là comme véhicule? Nous sommes en train de travailler, nous faisons un travail de proximité depuis des années. Un travail de proximité, oui. Et au fil du temps, on se rend compte que beaucoup de Camerounais, au regard des appels que nous recevons, et les messages que nous recevons également, nous nous rendons compte que les Camerounais sont effectivement émerveillés de découvrir exactement qu'est-ce que le Cameroun pourrait être si jamais il devenait indépendant et souverain. Et cela nous booste d'ailleurs beaucoup, nous oblige à croire en nous, à partager cette ferveur-là avec tous ceux qui nous suivent, avec tous ceux qui sont déterminés à nous accompagner. Il s'agit, comme je le disais d'entrée de jeu, il s'agit de créer, à la faveur de la prochaine présidentielle, de créer, nous sommes encore en campagne, il s'agit de participer à la construction d'un nouveau Cameroun indépendant, uni et souverain. Un Cameroun où chaque Camerounais aura son mot à dire, où il y aura surtout la justice sociale. Lorsqu'on parle de la justice sociale, oui, et ça c'est possible. Et ça c'est intéressant. Voilà. Donc c'est possible parce que un pays comme le nôtre, où on se rend quand même compte que
l'injustice, voilà, la corruption a gangréné pratiquement toute la société avec des conséquences énormes. Vous avez des enfants qui sont instruits, qui ont des qualités, qui peuvent être recrutés, mais ils ont du mal à être recrutés pour l'une des raisons. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une injustice sociale qui empêche les enfants de pouvoir être recrutés sur la base du mérite, mais davantage sur la base des réseaux. Des réseaux et des cooptations. Et des cooptations. Ça, c'est une grosse injustice. Ça signifie que ceux qui sont aux affaires sont les seuls qui peuvent avoir accès qui peuvent partager les ressources de la République, même s'ils sont incompétents. Pourtant, il y a des jeunes Camerounais extrêmement compétents, extrêmement brillants, qui n'ont pas seulement la chance de pouvoir exprimer, extérioriser leur génie. Ça veut donc dire le cursus Serge Espoir Matomba est en train de remodéliser quelque chose comme le conscientisme, qui se rattache au panafricanisme, mais au ponolisme. Est-ce qu'on doit donc comprendre que cette vision-là va aussi dans ce que peut-être Ruben Oumniobe et la plupart, Sékou Touré, Thomas Sankara appelaient l'élévation des standards de vie des populations à partir de leurs moyens, c'est-à-dire de leurs biens, de leurs atouts et de leurs richesses. Exactement, c'est même l'objectif principal. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à conquérir votre souveraineté et devenir indépendant, vous pouvez disposer de vos ressources naturelles comme vous entendez. Vous pouvez mettre en place des politiques adaptées à vos idéaux de développement. Vous pouvez mettre en place tout un arsenal d'outils juridiques pour pouvoir distribuer les richesses, équitablement les richesses de votre pays. Parce que contrairement à ce que l'on croit, le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. En Afrique, on le dit, la Banque mondiale nous dit qu'en Afrique, il y a des gens qui vivent avec moins d'un dollar, mais c'est des conneries. Moi, ma grand-mère au village, quand elle va au champ le matin, elle arrache même pas un pied, elle arrache 2 ou 3 tubercules de manioc parce qu'elle vit seule et qu'elle est fait du même manioc. Elle s'arrête en rentrant, en allant au champ, elle pose un piège à poisson dans le petit cours d'eau qu'elle traverse. Donc, quand elle finit de travailler, elle arrache quelques tubercules de manioc et quelques feuilles du même manioc, de la même tige qu'elle a arrachée. Elle coupe un régime de plantain, elle utilise une petite partie, et elle utilise une petite partie en traversant le cours d'eau où elle prendra son bain. Où elle prendra son bain, ça il faut le rappeler, parce que généralement chez nous, les gens se prennent leur bain. On est là au cœur de l'Afrique dans cette affaire. Ça donne l'image est géniale, elle est parlante. Et maintenant, après avoir pris son bain, elle lève ses pièges à poisson. Et tout qu'elle a plongé, qu'elle a trempé. Donc un peu de pisciculture. Elle ne sait même pas la pisciculture. Le cours d'eau, elle coule naturellement. Il y a des techniques, il y a des nasses qui permettent d'attraper du poisson. Le poisson qui rentre dans la nasse avec des appâts et tout. Quand elle rentre dans du champ, elle lève sa nasse et elle retrouve du poisson dedans. Est-ce que vous pensez que tout ceci peut coûter moins d'un dollar? Non, c'est plus. C'est pas possible. Elle n'a même pas besoin du pétrole ou du gaz pour faire sa cuisine. Elle va ramasser du bois mort. Alors, lorsque la Banque mondiale nous fait croire que nous sommes tellement pauvres pour nous en Afrique, et pour le moment au Cameroun, il y a des gens qui ont moins d'un dollar, je dis ben non. Et donc, ce sont ces codes-là qui en fait participent à la décrédibilisation de nos propres valeurs. Tout à fait. Parce que lorsque la Banque mondiale a dit, la Banque mondiale vous conditionne dans ses... conditionne le fonctionnement. Et là, vous êtes enfermé dans une bulle dont vous ne maîtrisez rien. C'est dommage, mais combien? Peut-être ça peut s'appliquer dans d'autres régions, dans les régions désertiques, encore que l'homme a une capacité d'adaptation qu'on n'imagine pas. Même au Sahara, je suis sûr que les gens qui y vivent vont trouver des palliatifs pour tenir sans avoir besoin d'argent. Tout à fait. Vous voyez donc, nous fonctionnons dans un schéma, dans ces schémas-là qui en réalité n'ont rien à voir avec nos réalités. Ça, c'est des choses qu'il faut remettre en question. Et c'est pour ça que vous avez parlé de déconstruction et rupture. Et maintenant, il va se poser donc un problème, on est toujours là dans la vision, un problème de conscientisation et de formation. Comment vous projetez cela? C'est une très bonne question que vous posez. Vous savez, les mutations profondes ne peuvent pas s'effectuer en 2 jours ou en 1 an. C'est pour ça que l'un de nos principaux chantiers, l'un de nos chantiers prioritaires, c'est également la dénonciation des accords de coopération, les 11 accords de coopération, Bata,
État que la France a imposé engage à l'accession au pouvoir de notre du président Aïch. Il faut dire des choses là, qu'est-ce qu'on Non, 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 nous sommes là. Vous avez dit que nous ne sommes pas en campagne, mais nous sommes déjà en pré-campagne. Voilà. C'est-à-dire, puisque vous êtes déjà aussi un parti validé, nous autres, on veut communiquer en temps et à contre-temps pour que les Camerounais puissent comprendre et connaître, être édifiés sur les programmes et les visions politiques des candidats. Bon, vous verrez que, comme je le disais, je le rappelais d'ailleurs, les 11 accords de coopération n'ont jamais été, sont autant aussi néfastes que notre indépendance. L'indépendance du Cameroun, c'est un décret signé par la France. Les 11 qui a été rédigé par la France, et qui a été signé par la France. Les fameux 11 accords de coopération portent dans des domaines assez sensibles. Vous avez l'éducation, vous avez la coopération militaire, vous avez la coopération technique, vous avez la coopération monétaire avec ce fameux franc CFA. Vous avez la coopération, bref, vous avez la coopération en matière d'éducation. Or, les peuples sont justement à l'image de ce qui leur a été enseigné dans les écoles. Le système éducatif doit remettre à plat. À partir de ce moment et nous pensons d'ailleurs que... C'est-à-dire que votre action, donc, c'est remettre à plat le système de l'éducation, mais l'orienter dans le cadre des aspirations qui sont liées à la culture et au peuple. Exactement. Parce que si nous n'arrivons pas à procéder à cette grande mutation, nous n'aurons rien changé. Si nous accédons au pouvoir comme nous souhaitons le faire, grâce au soutien des Camerounais, si nous ne pouvons pas remettre en cause tous ces accords, le franc CFA, et tout ce qui va avec, tous ces 11 accords de coopération, si on ne les dénonce pas, nous n'aurions rien apporté. Ça, c'est que nous serons restés dans la dynamique de l'oujouatisme. Tout simplement. Vous savez, ce que nous appelons le joulatisme, c'est cet héritage colonial dont l'élite n'arrive pas à se débarrasser et qui, en fait, est à l'origine de tous les malheurs que nous subissons, que les masses critiques subissent, parce que c'est l'élite qui dicte sa loi à travers le joulatisme. Or, si nous avons du respect pour nos populations, nous devons inscrire toutes nos actions dans l'intérêt de celles-ci et non dans l'intérêt d'un groupe d'individus et de la puissance néocolonialiste qui est la France. Donc, première chose dans cette vision à mettre en branle, revoir le système éducatif, le mettre à plat et le conformer aux réalités culturelles, en fait, à ce qui fait justement le peuple camerounais dans son essence. Et bon, peut-être la conscientisation maintenant... nous n'allons pas nous asseoir dans un bureau climatisé pour y arriver. Nous avons l'habitude du contact du terrain pour recueillir les avis des uns et des autres. Nous pensons qu'au lendemain de la présidentielle, avec tout l'engagement, tous les efforts que nous sommes en train de déployer, 3 mois après la proclamation des résultats, nous allons convoquer des assises nationales au cours desquelles toutes les questions seront débattues avec les forces. Quand vous parlez d'assises nationales, là, vous êtes en train de nous envoyer au Mali, là, au Burkina Faso. Par exemple, le résultat est là, il est là. Le résultat est là parce que les gens ne doivent pas s'imaginer, les leaders ne doivent pas s'imaginer qu'ils sont trop intelligents pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent au sein de nos sociétés. La société doit apporter sa contrôle parce que c'est elle qui subit les problèmes, c'est elle qui recherche des solutions. Mais si on crée un cadre formel à travers lequel les échanges peuvent avoir lieu, ça servira de boussole pour entretenir une relation privilégiée avec les populations, parce que nous sommes au service des populations. C'est pour ça que j'ai parlé du socio-panafricanisme. Nous sommes au service des populations, ce n'est pas les populations qui sont à notre service. Et les populations ne seront pas, comme c'est souvent le cas, ce qu'on appelle actuellement le bétail électoral. Les populations, à travers les résolutions et les recommandations tirées de ces assises, seront directement impliquées dans la gestion des affaires du pays. Ce n'est pas utopique, c'est possible, parce que dans nos sociétés traditionnelles, cela existe. Cela existe et franchement, je crois que ceux qui nous suivent là, ils commencent à être très bien édifiés. Ils sont déjà nombreux, je les vois toi là. Bon, en principe, on ouvre pour les questions. Ça, c'est le premier temps. Alors, je commence par vous, Dr Linjom. Dr Linjom, vous êtes écrivain. Et j'ai l'impression que ce qui vient d'être exposé là va dans le sens non seulement de votre écriture, mais de vos actions sur le terrain. Je ne sais pas. Quelle est la question? J'ai dit Dr Linjom, déjà bonjour. Dr Linjom à Yaoundé, et Prince Idriss, je crois qu'il est à l'ouest, Nanga Ayibote Edgar, dans Liaison de l'autre côté. Alors commençons par Dr Linjom. Dr Linjom, bonjour.
Micro, bonsoir. Est-ce que son micro est muté? Docteur Lijon, bonsoir. Bon, peut-être que sa ligne a des petits soucis. Le patriarche Edgar Nangayi Boto, bonsoir. Représentant du BUS qui est sur le panel, là, sur le tableau. Et bonsoir à Idriss et Dr Lijon, que je n'ai pas encore vu. Oui, au regard de ce que venait de présenter de long en large, c'est auprès de son président, auprès de son secrétaire général, le premier secrétaire général, c'est à Info TV. En réalité, il m'a convaincu sur toute la ligne. Mais nous ne sommes pas Info TV, nous sommes Patriarche, nous ne sommes pas Info TV, je ne sais pas. Bon, peut-être. Non, je vous rappelle tout simplement qu'il est déjà passé là-bas. Ah, ok. Quand on suit la démarche, oui. Tous ces gens-là, ce sont des icônes. C'est un patrimoine national. Oui. Dans ce qu'ils font dans les partis politiques appartiennent à la propriété camerounaise. Donc, c'est une mémoire qui appartient au Cameroun. Donc, il vous a convaincu. Il vous a convaincu sur toute la ligne. Il m'a convaincu sur toute la ligne et ensuite les ABC de A à Z dont venait de faire la présentation de son représentant là. Oui. Moi je pense qu'il a parlé du pondolisme. C'est quelque chose de très nouveau parce que sans idéologie, on ne peut aller nulle part. Il est panafricain, c'est déjà tout. Il a parlé de retraite, il a parlé de la culture, il parlait de la réforme du système éducatif. Je crois que c'est les piliers essentiels. Le reste, ça ne sera que des adjuvants. Donc, dire que il a déjà tout. Oui, peut-être. Alors, Prince, je vais vers Prince Idriss, à l'ouest du Cameroun. Alors, Prince, est-ce que vous avez une question à poser au représentant Pierre Claver Nkodo du candidat Serge Espoir Matomba du PURS? Oui, Hubert, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir également au représentant du PURS qui est sur le plateau. J'ai une série de près de 7 questions à poser, mais je vais d'abord d'entrée de jeu lui poser deux petites questions. Que proposez-vous comme monnaie d'échange à la jeunesse d'aujourd'hui au Cameroun qui est emploi ou sous-emploi et surtout au chômage? Nous avons vu le sous-emploi et le chômage ont beaucoup roulé le phénomène d'immigration. Avec ce problème, nous avons la plupart des Camerounais qui meurent soit en île, soit au niveau de l'océan pour tenter de traverser pour l'Occident. En deuxième question, quelle solution devrait-vous apporter à la corruption, une gangrène existant au Cameroun, comme un idéal de société? Voilà. Les deux premières questions. Merci. Vous restez avec nous là-bas à l'ouest. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes notre représentant là-bas et on va voir ce que pensent les populations dans les rues de l'ouest là-bas après la proclamation des résultats des candidats dernièrement. Mais je vous rappelle déjà aussi que vous aurez à faire le terrain là-bas pour essayer de voir ce qu'on pense du PURS parce que là, le PURS est désormais ici. Et les deux questions sont intéressantes. Pierre Claver, vous avez la parole. Elles sont très intéressantes. C'est M. Idriss. Prince Idriss. Prince Idriss, merci pour ces questions. C'est des questions qui devaient se poser. Et
dont les acteurs politiques devraient impérativement trouver des réponses. Je voudrais revenir sur la genèse de ce que vous appelez l'explosion du chômage. Je vous rappelle que je suis à partir de génération ou de magistrature, c'est-à-dire du président Ahidjo et du président Paul Biya. Je tiens souvent à rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'au moment où le président Ahidjo quitte le pouvoir, il laisse quand même un patrimoine très important constitué de près de 230 sociétés à capitaux publics qui intervenaient pratiquement dans tous les secteurs d'activité et qui absorbaient toute la main-d'œuvre. Même, je me rappelle même qu'on recrutait dans les CETIC. Ça s'appelle CETIC. Les CETIC ont recruté systématiquement tous les diplômés en maçonnerie. En maçonnerie, oui, tout à fait, c'est ça. Parce qu'il y avait du travail, il fallait construire le pays, les élections, recruter tout le monde. Mais ce que nous ne comprenons pas, vous et moi, monsieur le Président, c'est comment est-ce que nous avons pu plonger si bas en décapitant nous-mêmes toutes ces entreprises qui étaient des sources de richesse, des énormes sources de richesse, sur instruction de la Banque mondiale du FMI, au prétexte... là vous parlez des liquidations ou des privatisations. Au prétexte des programmes d'ajustement structurel. Tout cela a été précédé par des choses que nous ne connaissons pas à nos enfants à l'école. Lesquelles c'est? Pour que Prince puisse savoir. Vous l'avez vu là avec toute une foule de jeunes là-bas. J'en reviens. Il y a eu la dévaluation du franc CFA. Or, le franc CFA est adossé selon le compte d'opération sur le franc français. Ce qui signifie que logiquement, on avait des réserves qui garantissaient les comptes au coût du marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au lieu que la France nous libère ces réserves qui dataient quand même depuis la création du franc CFA, donc je crois en 1943, qu'elle ne libère pas, au lieu de libérer ces réserves, a préféré dévaluer le franc CFA. Ça, c'est bien. Allez donc savoir pourquoi. Deuxième chose, les salaires des fonctionnaires, dans le cas justement des programmes d'ajustement structurel, nous ont imposé 2 réductions de salaire. Oui, 2 coupes de salaire. Ça, c'est aussi très important. À côté de ce qu'ils ont appelé le giflatage, c'est-à-dire un terme générique pour ne pas parler de licenciement. Et cela a été très dramatique pour une certaine génération dont je fais partie. Tout à fait. J'ai des amis qui étaient en début de carrière, moi j'étais en début de carrière à l'époque, des amis qui se sont retrouvés au chômage, et pourtant ils venaient de se marier, c'était avec plus de crédits, des crédits immobiliers ou crédits fonciers, et donc ils étaient sur une trajectoire s'imaginant construire une famille. Alors, ils se sont retrouvés sans emploi, au village. D'autres même, la plupart sont morts de stress. Ils sont décédés. J'en connais un avec qui on a partagé le même palier dans un immeuble à l'époque, qui était fonctionnaire, qui travaillait au ministère des Finances. Tout à fait. Et après, la première chose, son épouse s'en est allée avec ses 2 enfants. Après, le gars s'est dit, mais non, je ne baisse pas les bras, je continue à foncer. Il a acheté un véhicule pour faire le taxi. Vous imaginez bien un universitaire en train de faire le taxi, c'est pas maintenant que les gars se débrouillent. Donc, c'était pas le contexte était très difficile. Les gens ne pouvaient pas s'adapter du jour au lendemain à ce type de contexte. Nous avons pratiquement vécu un génocide socio-économique avec, sous la pression des institutions de Bretton Woods. Et là, c'est quelque chose qui m'embarrasse souvent parce que je n'arrive pas à trouver des explications. Alors, vous expliquez maintenant les causes réelles du chômage qu'on dit être vraiment très... Les enfants sont sans avenir. Ils ne connaissent pas. Ils sont prendre la route de l'étranger. Du coup, l'aventure de la traversée du Sahara à pied et la Méditerranée à la nage. Donc, quand vous venez de donner une explication là que peut-être même les économistes ne leur donnent pas souvent cette explication. Non, les économistes sont formés où? Ils sont formés où? Ils sont formés dans l'école du colon. Et ils sont là pour maintenir le système hérité de la colonisation. Ça, je suis désolé. Voyez-vous, il faut faire beaucoup d'acrobaties sur le plan cérébral pour pouvoir identifier les véritables causes de la détresse dans laquelle nous nous trouvons. Tout à l'heure, on parlait des routes. Est-ce que vous savez quand même on construit les routes, la plupart de cet agent est observé qu'on va aborder la question de la corruption? Tout à fait. Il a posé la question sur la corruption, oui. Donc, la conséquence des privatisations a totalement déconstruit notre société, déstructuré. Socio-économique. Voilà. Et malheureusement, tout s'est passé comme si
le peuple n'avait pas son mot à dire. C'est comme si les Camerounais n'avaient pas leur mot à dire. Ils ont subi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à subir les conséquences. Vous pensez que ça fait plaisir pour un parent? Combien de jeunes qui sont en train de nous suivre aux côtés de Prince Idriss? Vous pensez que ça fait plaisir pour un parent qui a quand même donné la chance à son enfant jusqu'au niveau supérieur? De se retrouver avec lui à la maison. De se retrouver avec lui à la maison. Ça ne fait pas plaisir. Ou alors, pour les plus courageux, de le voir en train de faire la moto. Oui. La moto est devenue une filière exutoire, parce que c'est un peu comme un cancer, c'est un peu comme le métastase d'un cancer, c'est-à-dire du sous-emploi, le chômage. Le chômage est un cancer, et les métiers opportunistes sont semblables à ces métastases que développe le cancer lorsqu'il devient mature. Oui. Donc, c'est une préoccupation. Nous pensons que... Alors, sa préoccupation, c'est comment résoudre cela? Pour résoudre ce problème, il faut déjà mettre en place des outils. Je reviens sur la dénonciation de tous ces accords. C'est la clé, hein? C'est la clé. Tenez un peu le cas de la Burkina Faso qui, en 2 ans, est en train de se transformer. Parce que les gars ont compris. Il y a, en plus de la monnaie, il y a l'éducation. Il faut remettre à plat l'éducation. Il y a même, au niveau de l'éducation, il y a même l'instruction civique. En quoi est-ce que les Camerounais se reconnaissent comme étant Camerounais? Moi, je pense qu'on a même plus l'instruction civique dans les écoles. Moi, je vois les gens marcher lorsqu'on lève le drapeau. Ils ne savent même pas ce que ça signifie, ils ne savent pas ce que ça représente. Donc, la clé de sortir de notre misère, de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'éducation. Il faut remettre le système en place et adapter notre système éducatif à nos idéaux de développement, de souveraineté et d'indépendance. Tant que nous allons continuer à nous comporter comme si nous étions les mamans de Bineta qui sont devenus grandes parce qu'ils ont fait le CEP, nous serons dans cette situation. Et qui va le faire? C'est tous les Camerounais qui ont participé à cette révolution. Parce qu'il s'agira d'une révolution. Ce ne sera pas une révolution, ce sera une révolution qui va intégrer, qui va interpeller tous les Camerounais. Et notre rôle sera tout simplement de canaliser toutes ces énergies pour codifier les projections à long terme en faveur de la prospérité, de la souveraineté et de l'indépendance du Cameroun. Ceci en créant toutes les conditions nécessaires pour que les Camerounais se reconnaissent à travers justement des valeurs héritées de notre patrimoine culturel. Alors ça ouvre donc un pan aussi sur la corruption, parce qu'il dit, j'ai bien aimé ça, que c'est devenu un idéal de vie. J'aime souvent aborder la question de corruption, surtout lorsque j'ai en face de moi un jeune ou alors des interlocuteurs qui semblent surfer sur le sujet. Je vous rappelle que le premier acte de corruption est posé au Cameroun sous la colonisation française. Est posé au Cameroun sous la colonisation française. C'est lors du vote de la motion de censure contre André-Marie Mbila. Ah, ça c'est vrai. Je crois avoir parcouru ça la semaine dernière. Le colon a distribué 250 000 francs CFA de l'époque à chaque député pour justement voter contre une motion de censure contre André-Marie Mbila. Il passait le pouvoir. Parce qu'André-Marie Mbila, c'était un rebelle. Il n'acceptait pas de se marcher dessus. Et à un moment, j'avais l'impression qu'il a commencé à épouser l'idéologie IPCiste lorsqu'il a accédé au poste de Premier ministre à travers une élection supervisée par les Nations Unies. Et les mêmes Nations Unies seront complices de sa déchéance. Ça, c'est paradoxal. Et vous dites que pendant cette élection dont on dit truquée, une mascarade, il y a eu un acte de corruption majeur. C'est le premier acte de corruption majeur au Cameroun. 250 000 francs à l'époque. 250 000 francs à l'époque, pour chaque député, ça peut chercher dans les 50 millions aujourd'hui. Oui, ça pèse beaucoup. C'est donc, voilà donc l'origine, la première manifestation de la corruption. Vous êtes en train de nous dire que dès cet instant-là, le Cameroun s'est enrôlé dans la corruption. Dans la corruption, parce que pour éliminer un adversaire politique, on a commencé à jouer sur la corruption. Pour avoir les faveurs des gens, on a acté la corruption. Voyez-vous. Donc, la corruption est également un héritage colonial. Nos sociétés, le mot corruption, je ne sais pas si ça existe vraiment dans toutes nos langues. C'est un héritage colonial, mais peut-être que, pour vous lancer tout simplement, commence à coller tellement avec la mentalité camerounaise. Parce que justement, le Cameroun a une identité culturelle extrêmement complexe. Et à l'absence d'un cadre juridique pour lutter efficacement contre la corruption, elle a eu le temps de prospérer. Elle est devenue une habitude. Et puis il faut même aussi voir, c'est même pour des raisons politiques qu'on a laissé faire
prospérer la corruption. Pour des raisons politiques. Oui, pourquoi je le dis? Parce que les gens s'étant appauvris, les gens étant dans le désespoir et la misère, il fallait, de manière informelle, leur permettre d'espérer des lendemains meilleurs, même de manière illégale. C'est comme ça que la corruption s'est développée. Parce que si un fonctionnaire doit te rendre un CV dans son bureau et qu'il a un salaire de catéchiste, toi l'usager, quand tu viens vers lui, tu as besoin de ses services. Du moment où l'impunité règne, il peut te mettre la pression, te conditionner pour que tu trouves quelque chose, avant qu'il te rende ses services. Donc c'est des éléments, c'est des conséquences de la déconstruction qui, dans l'illustration, dans la déconstruction de notre tissu socio-économique. Et le drame dans cette histoire de privatisation, c'est qu'à l'époque, les institutions de Bretton Woods réclamaient au Cameroun 6 000 milliards de francs CFA. Mais vous savez, l'enveloppe, ce que reflètent les actifs de ces entreprises privatisées et liquidées, près de 50 000 milliards de francs CFA. Alors, ma foi, si les Camerounais pouvaient s'approprier ce type de connaissances, je pense qu'ils seront à même de prendre les décisions qui s'imposent pour tout remettre à plat, non pas par la violence, mais par les urnes, pour que ce pays renaisse à nouveau, parce que pour que ce pays se rénove, retrouve un autre visage. Donc pour vous, l'important ce n'est pas d'arrêter les gens, de les mettre en prison. Non, c'est très important. L'action majeure, c'est quoi? Parce que c'est ça la tendance de cette première chose, il faut éduquer les gens à la citoyenneté, au patriotisme. Il faut éduquer les gens à la citoyenneté et mettre en place, construire le sentiment d'appartenance à une nation camerounaise, à travers laquelle tous les Camerounais vont se reconnaître, sachant que ce qui est bien pour le pays est bien pour tout le monde. On est hors de question de s'en approprier pour en faire une propriété personnelle. Alors, vous voyez que l'éducation revient. Le système éducatif revient et de nouveau convoqué. Et je vous relance à ce niveau, mais il y a quand même une contrainte. Je ne dis pas que vous allez prendre les armes, mais je dis quand même, quand on prend le cas du Ghana, on sait qu'au Ghana, cet ancien président a été obligé de faire passer par les armes pour que la crainte et la peur, pour que la peur et la crainte reviennent et que ce sentiment revienne. Je pense que un pays comme la Chine n'a pas eu besoin de prendre les armes. Parce que je voyage un peu, je fais un peu le jeu du coup avec les autres pays. La Chine, les pays hors l'espace européen. La Chine n'a pas besoin. N'a plus besoin, parce qu'on enseigne la constitution chinoise aux enfants dès la maternelle. Alors vous voyez que le système éducatif revient. La Chine est passée par le système éducatif. Par le système éducatif, donc chaque Chinois connaît ce qu'il attend par rapport aux actes qu'il pose. Concernant d'ailleurs les détournements, les actes de prévarication de la fortune publique en Chine. Tous ceux qui sont, dès que c'est établi, vous êtes condamné à mort après naissance. Vous êtes exécuté. Et le montant qu'on vous réclame... Donc vous êtes en train de dire que il y a, à côté de l'éducation, de cette conscientisation, de cette formation, il y a la légalisation, comme par exemple en Chine, de ce qu'on ne doit pas franchir ce cap. Oui, c'est important. Aujourd'hui, les Camerounais, je reviens que les Camerounais ne savent pas encore ce qu'ils sont Camerounais. C'est pour ça que vous verrez là où vous allez observer qu'ils font preuve d'un certain engouement vis-à-vis des lions du football. Tout à fait. Parce que ce n'est que ça qui les rassemble. Qu'est-ce qui les rassemble d'autre? Rien du tout. Rien du tout. Et il faut donc construire justement le sentiment d'appartenance à une nation camerounaise en s'inspirant de nos valeurs traditionnelles. Voilà notre vecteur sérieux. Parce que toutes nos sociétés étaient des sociétés qui avaient un esprit hospitalier. Et ça signifie qu'il y a quelque chose qui les unissait. Pourquoi ça ne peut pas remonter, faire des études pour remonter et sur le plan anthropologique pour dégager ces valeurs-là de manière consensuelle? C'est possible de le faire. J'ai le risque de dire, comme le patriarche Edgar Nangaï Boto, que vous êtes en train de convaincre là. Bon, vous avez votre élément en main. Docteur Linjom, est-ce qu'il est finalement avec nous? Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Oui. Bonsoir à l'invité du BURS. Oui, merci. C'est un plaisir d'avoir en face pour enfin comprendre. Parce que tout à l'heure, je l'ai entendu surfer sur l'économie, sur la finance. Et je sais que l'un des points majeurs du
monnaie, Ouais. le franc CFA. Et quels sont les mécanismes que le PURS, si au soir des élections étaient portées à triomphe, quels sont donc les mécanismes qui seraient mis en jeu pour effectivement créer une finance, créer une monnaie permettant le décollage de l'économie du Cameroun. Merci. Cette question est fondamentale, hein, parce qu'il y a cette question, il y a une autre, je dois le dire ici, qui regarde les affaires des LGBT. Mais voilà, la première question fondamentale. Oui, vous savez, un pays comme le Cameroun ne devrait pas avoir des problèmes de monnaie. Dans le sens économique, je crois que les monnaies s'adossent sur, sauf le dollar qui s'adosse sur un décret. Oui. Mais les monnaies s'adossent sur l'or. Le Cameroun a beaucoup d'or. Ah, le Cameroun a beaucoup d'or. Le Cameroun a beaucoup de ressources sur lesquelles sa monnaie peut être adossée. Il y a des petits pays comme le Laos qui ont leur monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Oui. Et je crois que lorsqu'on fait le bilan du compte d'opération, des conséquences de la gestion du fait que le compte d'opération du franc CFA soit logé en franc pour soi-disant assurer ce qu'ils appellent la garantie. Voilà, c'est pas le marché des devises, je ne sais pas comment ils appellent ça. Bref, nous pensons que c'est un travail d'expert qui doit être fait. Oui. Et tous ces experts doivent avoir en partage une seule valeur, l'esprit panafricaniste. L'esprit panafricaniste, parce que c'est les experts... Avant cet esprit panafricaniste, est-ce qu'au soir, comme il dit, vous êtes porté en triomphe, vous dites, et comme il vient de dire là, que selon les annonces de Serge Espoir Matomba, qui ont vraiment soulevé beaucoup de personnes, il y a la question de la monnaie. Donc il y a déjà cette question de ce que le lendemain, on commence à travailler pour la sortir. Effectivement, nous avons un projet qui nous tient à cœur, dès que nous sommes portés en triomphe. 3 mois maximum après, nous allons organiser des assises nationales. Parce que nous n'allons pas imposer aux Camerounais, nous n'avons pas la prétention d'être trop intelligents. Les Camerounais sont extrêmement intelligents. Mais il faut mettre les intelligences à contribution pour résoudre les problèmes. Au cours de ces assises-là, le problème du franc CFA va être... sera mis sur la table. Et il y a des experts qui vont trouver des solutions. On a même un autre problème. Je vous parlais tout à l'heure de la définition d'une nation qui est un territoire et une langue. Je vous rappelais que le Cameroun a des langues qui sont des langues étrangères, le français. Vous pensez qu'on n'est pas capable d'adopter alors de créer une langue à travers laquelle tous les Camerounais vont se reconnaître? Dr Linjom lui-même pose déjà la question de la langue dans la plupart de ses livres. Et c'est l'élément fédérateur d'une nation. Tant qu'il n'y a pas une langue, autre qu'une langue héritée de la colonisation, nous serons fragiles. Nous n'allons pas. Et vous avez vu même un phénomène, l'érosion de nos langues locales. Maternelles. Elle est très activée. Elle est même catastrophique. Il y a des générations qui sont en train de perdre. Et celui qui perd sa langue, perd sa culture, et perd ses repères. Donc nous tenons à remettre ceci à plat, à donner aux langues camerounaises la place qui est la leur. Ça veut donc dire que pour le franc CFA, le professeur, je crois, Nicolas Abo le disait, il présentait les étapes. Pour le franc CFA, on dit, on sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sortez, pas que vous dites, la décision c'est comme... Nous sortons, mais ce sera un travail qui sera fait avec des experts, et des experts de préférence panafricains, comme par exemple le professeur Abou, qui pourrait nous aider un très grand apport. Je pense qu'on doit certainement le retrouver dans notre répertoire. Donc il y a des personnalités comme le professeur Abou qui sont de grandes figures sur ce combat-là, qui pourraient être un grand apport. Nous allons inviter des vrais experts, des experts panafricanistes à ces débats. Et je suis sûr qu'il débouchera sur quelque chose. Pourquoi ne pas nous inspirer de l'exemple de la Confédération des États membres de l'AES, qui sont déjà pratiquement sortis. Et je pense que la nouvelle sera bientôt, ils vont annoncer officiellement la nouvelle. Et s'ils n'ont pas fait venir les Français ou les Américains pour travailler sur ça. Maintenant, donc, il y a un problème qui se pose. Est-ce que, je ne sais pas comment poser cette question, à sa suite, peut-être il y a une autre question. Est-ce que les mécanismes pour qu'il n'y ait pas des impositions ou de l'inféodation
de la France, parce qu'on sait si l'AES arrive à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu la rupture. Il y a des gens qui ont dit non, monsieur, on ne fait plus comme ça. Est-ce qu'il y a cette poignée de ladon, cette carrure? C'est une volonté politique, Hubert. C'est une volonté politique. Il y a 3 ans, vous auriez pu imaginer que le jeune Ibrahim Traoré pouvait être à la tête de l'État et mener les réformes qui sont en cours de ce côté. On ne l'avait pas pu. Il s'agit à la base d'une volonté politique, d'une volonté de rupture. Parce que lorsqu'on décide d'une rupture stratégique, comme celle que nous préconisons, on se donne sur la monnaie, on se donne les moyens de la remplacer, de confier quelque chose de très solide. Vous êtes en train de vous donner les moyens. Oui, mais comme vous n'avez pas la science infuse, vous vous associez à ces démarches des experts qui sont capables de vous accompagner à réaliser, à atteindre cet objectif. Et ça, c'est possible. Les Camerounais sont très intelligents. Et à ce titre, je pense que même nos confrères, nos compatriotes de la diaspora, non seulement en Europe, même en Asie, peuvent jouer. Il y en a beaucoup qui occupent des postes stratégiques dans des banques. Qui gagnent même des fortunes colossales et qui ont des problèmes pour les ramener ici à cause des impositions. Et vous vous rendez donc compte que le franc CFA est un facteur de sous-développement pour la France. Ah, c'est un facteur de sous-développement. Moi, je fais la Russie. J'ai l'habitude d'aller en Russie, mais pour changer, d'abord le franc CFA ne peut pas sortir du Cameroun. Si tu aimes bien ces gars dans ta poche, tu devrais les changer de retour. Parce qu'en Russie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Or, il y a trop d'opportunités. Par exemple, la France n'offre pas autant d'opportunités que la Russie, la Chine et l'Iran, comme on parlait de l'Iran. Mais le problème, le frein, c'est le franc CFA. C'est le franc CFA. C'est pour ça qu'il faut impérativement. Donc il faut le mettre hors de course. Il faut sortir du franc CFA pour que le Cameroun non seulement retrouve sa souveraineté monétaire, mais également sur les opportunités qui sont proches de ses ambitions en matière de développement. Vous imaginez des mécanismes qui sont mis en place avec le franc CFA, avec l'Union européenne, nous empêchent d'exporter librement vers d'autres destinations. Vous voyez, moi j'ai vu dans des supermarchés à Moscou des bananes made in Vietnam. Ces bananes-là, elles sont directement du Vietnam pour la Russie, parce que le Vietnam a sa monnaie. Il est impossible qu'on exporte notre banane ça passe par la France. Sans passer par la France. Le paiement va passer par le Trésor français. Donc c'est un énorme frein. Et quand ça passe par le Trésor français, comme vous connaissez la convertibilité, ils vont retirer une partie de la valeur. Donc je crois que faudrait qu'on... Vous rassurez, Dr Linjom? Dr Linjom, rassurez-vous, c'est un chantier prioritaire pour nous, comme d'ailleurs tous les chantiers faisant partie de ces fameux accords de coopération, parce que nous allons formellement les dénoncer, les remettre en question pour repartir, pour bâtir un nouveau Cameroun, pas un Cameroun nouveau, un nouveau Cameroun, avec des instruments auxquels vous serez associés, vous qui avez des spécialités. Vous allez participer à cette grosse aventure. Ce ne sera pas l'aventure de ces espoirs maintenant parce qu'il est le plus intelligent, le plus parce qu'il est le plus intelligent. Non, ce sera l'aventure de tous les Camerounais désireux de donner nos contenus à ce que l'on appelle le changement. Alors, Dr Linjom, une autre question. D'abord, est-ce que vous vous retrouvez un peu là dans cette assiette? Sans souci, je me retrouve quand même. J'espère que on va constituer le point de bataille du BURS. Et je voudrais maintenant me rabattre sur le secrétaire général a parlé des forces qui sont avec lesquelles le BURS travaille. Et c'est pour savoir quel est le degré de fiabilité de ces forces, en tout cas de tous ces partenaires qui ont tout ce partenariat contacté en même temps avec les autres formations politiques ou avec les autres acteurs politiques. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir l'assurance que ce sera qu'en mi-chemin, ce bloc ne sera pas bloqué? Voilà, oui, merci docteur. Là, c'est une autre préoccupation. La préoccupation, c'est un front de l'opposition. On veut dire la candidature qui est celle du
régime ou du RDPC, disons-le comme ça, puisque la plupart de ceux qui veulent donc suivre, en fait, de ceux qui ouvrent le cœur à suivre, parce que là, tous ont retenu les déclarations du secrétaire général, premier secrétaire général du bureau. Le secrétaire national. National. Alors, est-ce que vous rassurez aussi que les partenaires sont sérieux, les partenaires politiques s'entendent? Vous savez, la plupart de nos alliés, nous préférons parler d'alliés, pas de nom de coalition, parce qu'une coalition... Et vous voyez là que tous ont suivi hein, le Serge François Matomba au cours de ses sorties, oui, ces dernières sorties. Oui, c'est intéressant pour nous. Oui, oui. Nous préférons généralement parler d'alliances. Oui. Parce que des alliances, ça donne sur des idéologies, Oui. sur la convergence des idéologies. Ah oui. Pendant que les coalitions peuvent être disparates pour atteindre un objectif local, celui de se partager la carte l'éléphant qui est le Cameroun. Oui. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Nous pensons que nos alliés, nous avons des alliés. Donc les coalitions, c'est pour aller partager le gâteau. Le gâteau, la carte de l'autre, ça ne change rien par rapport à ce que le régime actuel. Donc vous, c'est la convergence des idées. La convergence des idées, des idéologies, pour pouvoir bâtir, nous fixer de commun accord des objectifs, annoncer. Je ne cesse de le répéter, je ne le dirai jamais, c'est sur une vision panafricaniste. Panafricaniste, oui. Et souverainiste. Oui. Parce que si nous avons, parce que nous faisons du socio-panafricanisme, Tout à fait. ça signifie que nous plaçons l'homme au centre. Au centre de toutes les préoccupations. Toutes nos préoccupations. Alors, comment vous voulez que nous rentrons en coalition, pas en alliance, en coalition, avec un parti néolibéral? Ce sera très difficile de pouvoir... Ça sera difficile de promouvoir... Ce sera très difficile. Parce que pendant que nous, on lui dit, ben, écoutez, je pense que si vous voulez d'abattre le bois et l'exporter en rue, il faut le transformer sur place. Lui va tenir un autre langage. Il dit non, écoute, moi j'ai des partenaires en Europe qui ont besoin de bruit, mais qui me payent, qui sont prêts à payer en invitant, tout en utilisant nos routes. Donc, cette vision-là, lorsqu'on tient compte de ces détails-là qui est assez important, le détail sur le plan idéologique, vous vous rendez compte que nous ne voulons pas trahir les Camerounais en faisant semblant de nous allier avec des gens qui ne partagent pas les mêmes idées que nous. Les partis alliés qui se sont déjà rapprochés, de nous, sont pratiquement sur la même longueur que nous. C'est ce qu'il appelle la fiabilité des partenaires. Sur la même longueur. Et je suis d'ailleurs chargé de ce volet. Non, on ne demande pas de les dévoiler ici. Il faut seulement savoir la fiabilité. La fiabilité, on ne vient pas toquer à la porte, on ne nous rejoint pas pour marchander quoi que ce soit. On crée, nous allions à des partis qui partagent les mêmes idées que nous, à quelques détails près, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le même programme. Tout à fait. Mais il faut quand même qu'il y ait une convergence au niveau du combat panafricaniste, au niveau de la rupture totale avec le système néocolonial. Ça, c'est très important. Et des questions comme la monnaie sont impératives. Voilà. Même la préservation de l'environnement, ça fait partie de... ça participe à la construction d'une souveraineté d'une nation. Merci. Alors, on refait un dernier tour de questions avant de prendre maintenant, parce que on va... Oui. J'avais une dernière préoccupation. Non, allez-y. Docteur Lidjom. Quand le secrétaire national parle de convergence d'idées, cela me rappelle que... Non, ici, ce n'est pas le secrétaire national, ça c'est... Il est représentant du premier secrétaire national. Représentant du premier secrétaire national. Oui. Alors, cette convergence d'idées me rappelle qu'à un certain moment, la paix dans le Nozo constituait le cheval de bataille curse de son président, Matomba. Oui. Où en sont-ils avec cette bataille? Depuis 2018, je les suis et ils sont en train de partir aux élections et le Nozo est parent pauvre parce qu'on a l'impression que les politiques ont lâché le Nozo à son sort. Qu'est-ce que le PURS peut dire à cette population
que l'action politique du PUR pouvait accélérer le processus de paix dans cette partie du pays. Alors, le représentant du PUR, c'est là. Je rappelle qu'il est chargé des affaires politiques. Là, la question, vous l'avez bien comprise. Oui, je l'ai bien comprise. C'est une question très intéressante. Vous savez, là, cette question fait partie des préoccupations relevant de l'identité nationale. Il n'y a pas de Cameroun. Il n'y aura plus de Camerounais anglophones et francophones. Ah, pour le PUR. Oui, il n'y en aura plus. Il y aura des Camerounais, tout court. Le conflit dans le Nozo est un conflit identitaire. Et c'est injuste. Tous ces compatriotes qui meurent là-bas, que ce soit les populations civiles ou nos frères qui ont pris des armes, ou alors les militaires qui sont face à eux, c'est les Camerounais. C'est le Cameroun qui perd. Mais il est en train de dire que c'était une préoccupation du PUR. C'est une préoccupation. Mais c'est comme si vous l'avez abandonné. On ne l'a pas, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'adoption d'une langue. C'est parce qu'il faut aller au-delà des promesses. Il faut aller au-delà des promesses, il faut créer les conditions nécessaires et favorables pour ce type de conflit. Parce que si on se limite seulement sur ce qui se passe du côté de Nozo actuellement et depuis des années, un foyer pourrait être déclenché ailleurs. Vous comprenez? Et la guerre de Nozo, c'est aussi une guerre culturelle. C'est une crise culturelle. Tout à fait. Parce que les Camerounais se reconnaissent comme étant tous des Camerounais, à cause justement de ces langues importées qui nous ont été imposées par la colonisation. Donc, pour répondre clairement à notre ami, la résolution du problème du Nozo reste au centre de nos préoccupations. Elle est toujours au centre des préoccupations du PUR. Toujours au centre de nos préoccupations. S'il n'est même pas exclu, peut-être qu'on y fasse un tour, parce qu'en pleine campagne, c'est rien exclu. Nous avons nos frères, nos amis qui y sont, qui souffrent à cause de la bêtise humaine. Et c'est là où je reviens toujours sur l'héritage colonial. Vous savez, si les accords de Fumban auraient été... les accords de Fumban, voilà. De 1961, auraient été rédigés par des Camerounais, en associant les deux parties. Les deux parties. On en serait pas. Ah, parce que les frustrations, c'est à partir de là. C'est à partir de là. Et c'est injuste. La discussion. Alors, les accords de Fumban, vous dites qu'il y a eu... Il y a une main étrangère ou bien qu'est-ce que c'est? Il y a une main étrangère. Ce n'est pas des Camerounais qui ont écrit ces accords. Qui avaient intérêt à ce que le Cameroun ne soit pas véritablement uni, que les deux communautés ne... Ah oui, qu'il ne fasse pas fusion totale. C'est la fois, je vous rappelle qu'il y a eu une guerre violente dans le Biafra qui était alimentée par l'ennemi français. C'était la guerre du pétrole. Et vous savez aussi qu'il y a le pétrole. Et je vous rappelle aussi qu'avant l'indépendance du Cameroun, la France exploitait le pétrole à Bakassi. Vous ne le savez pas. Donc les enjeux pour éviter que le Cameroun anglophone le Cameroun dit anglophone. Parce que là, vous êtes en train d'enlever anglophone. Nous, on ne veut plus parler de Cameroun anglophone. Que le Cameroun, que les deux héritages coloniaux, sur le plan culturel, fusionnent. Qui avait intérêt à ce que ces héritages ne fusionnent pas? C'est la France, pour des raisons stratégiques. C'est là on parlait d'un Cameroun. Le One Cameroun, là, c'est, je crois, c'est... oui. Voilà. Donc, je crois que c'est un chantier qui est vaste. Et c'est un chantier qu'il faut aborder avec beaucoup d'audace. Parce que plus le temps passe, plus pour effacer les séquelles, ce sera pénible. Vous êtes au pouvoir. 12 octobre, la proclamation va se faire. Première action au lendemain de la prise du pouvoir. Qu'est-ce qui peut être fait dans cette zone-là? En dehors de nous allons envoyer des émissaires, nous allons dépêcher des émissaires, rencontrer les populations pour échanger franchement avec celles-ci et recueillir leurs vœux qui seront débattus justement vous parlez des assises nationales. Au cours des assises nationales. Et ces populations se feront représenter, pas comme anglophones ou comme francophones. Ils se feront retraiter comme Camerounais. Mais comment vous allez procéder? Parce que les populations maintenant, il y a certaines populations qui sont dans les villages, il y a d'autres qui sont en brousse. L'important c'est que les populations soient représentées.
toutes ces populations-là ont quitté les villages parce qu'elles sont victimes des éruptions. C'est pour ça qu'elles se retrouvent. C'est un tableau extrêmement difficile que nous vivons par exemple. Voilà où vous allez trouver des jeunes enfants en train de traîner, d'expression anglophone en train de traîner, parce qu'ils sont devenus déplacés internes. Les villages sont abandonnés. Donc nous allons d'abord effacer cette histoire de Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Quand les Camerounais se reconnaîtront comme étant il n'y aura plus de conflit de ce genre. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de nos autres, on peut parler aussi de, je ne sais pas, on peut aussi parler d'un groupe sociologique du Nord, ou de deux groupes sociologiques du Nord qui décident de faire sécession, ou alors du Sud, je ne sais pas, voyez-vous. Donc c'est des questions qu'il faut aborder avec beaucoup d'audace, mais pas comme ayant la science infuse, en associant les populations à ces démarches. Du moins, ils se sentiront impliqués. Parce qu'on a vu lors du dialogue national, on dit non, il y a certaines populations, en fait, certaines personnes qui doivent être là, ceux qui ont pris les armes, mais on dit qu'on va négocier avec qui ils ne sont pas là parce qu'ils sont en brousse et c'est les freins qui ont même fait échouer. Et même les résolutions qui ont été prises. Parce qu'elles sont vraiment appliquées au-delà de la création de cette institution qui s'occupe de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, voilà. Et il y a maintenant le plan de reconstruction. Voilà, ça c'est... Je ne crois pas beaucoup à ces institutions pour une raison toute simple. Est-ce que ces gens-là se reconnaissent à travers ces institutions? Il y a cette question. Ces gens de... Alors oui, il faut que dans ce conflit-là, ceux qui ils ont pris les armes et autres puissent se reconnaître dans ce qui est fait. Ils se sentiront impliqués en amont et non en aval. Ils doivent être impliqués en amont et non en aval. Parce que ce sont eux ceux qui savent les mobiles. Parce que vous savez, des fois le conflit dérape même. Ceux qui ont décidé de prendre les armes pour lutter, pour faire sécession, ils existent. Mais il y en a aussi qui profitent du chaos aujourd'hui. Ça crée toute une crise qui est difficile à conjurer. Donc il y a tous ces aspects-là dont il faut tenir compte. Il faut qu'on fasse un travail de fond. Pour revenir sur le dialogue national, je suis également syndicaliste. Il nous a été demandé d'apporter notre contribution dans le cadre du syndicat national des journalistes indépendants. Nous avons modestement estimé que l'une des solutions pour réduire l'écart ou alors créer une identité nationale à partir des langues, il aurait fallu que l'enseignement de l'anglais et du français soit introduit dans les écoles à partir de la maternelle, afin que les Camerounais puissent parler les Ah oui, aussi ça, parce qu'il y a ce déséquilibre-là. Voilà. Et c'est aussi un enseignant qui est en train de poser la question. Docteur Lidjon, alors je ne sais pas si on peut aller vers Prince Idriss ou si vous avez une autre question. Oui, allô? Prince Idriss, nous sommes avec vous. Ce représentant du bus, nous sommes tellement satisfaits parce que les questions que nous avons préparées ici relaient connotent ou bien ont une connotation très particulière à ce qu'il a également essayé de d'élucider au dernier spectateur. Au véritable panafricanisme qui est également coupé ce cordon ombilical de servitude entre le Cameroun et l'Occident qui est la même patrie, la France, à travers le phénomène d'acculturation ou bien l'aliénation culturelle. Comment faire pour bannir le favoritisme ethnique qui est devenu un credo menaçant le vivre ensemble et par ricochet l'unité et l'intégrité nationale? Comment allez-vous procéder pour diversifier le recrutement direct dans la fonction publique et ne pas toujours faire des recrutements dans les forces de défense, un concours direct et crédible? Vous savez, dans les forces de défense, c'est un concours direct et crédible. Pourtant, d'autres secteurs d'activité ou bien d'autres fonctions sont mises en veilleuse. Vu également la baisse accrue du niveau
une certaine crédibilité sur le plan national et intellectuel, national et international. Bon, je m'aurais chuté parce que j'avais également fait mention à la solution, à ce que vous allez apporter comme solution à la crise anglophone. Bon, pour chuter, j'aimerais vous demander comment faire pour baisser également le coût de vie. J'allais dire améliorer le panier de la ménagère. Alors là, je ne sais pas si ça s'inscrit dans votre programme politique, parce que là, on est en train de balayer avec Prince Idriss le programme. Vous avez la parole, Pierre Claver. Il a parlé, il va me rappeler. Non, cette affaire de favoritisme est le favoritisme, c'est vraiment la consécration de la médiocrité. Et le mérite de reconduire la redistribution des postes, que ce soit dans les entreprises publiques ou parapubliques ou dans la fonction publique. Est-ce que c'est le mérite donc que vous allez mettre dedans? Oui. Parce que c'est ça son problème, c'est que ça cultive... Il faut qu'il le mérite. Lorsque vous placez à la tête d'une institution quelqu'un qui est médiocre, vous pensez qu'il pourra accepter à ses côtés quelqu'un qui a davantage de compétences par rapport à lui? Non, il va le combattre, il va l'écraser. Et c'est ce que nous vivons. Vous avez dans certaines entreprises ou alors dans certaines administrations des gens très très compétents. Donc vous n'allez plus faire cette affaire d'équilibre? Non, l'équilibre régional, on peut repenser ça. Ah, ça doit être repensé. Ça doit être repensé. Mais en extirpant cette affaire de favoritisme ethnique, parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Oui. C'est pour ça que nous parlons justement de ceux-là qui considèrent le Cameroun comme un gâteau. Il faut se partager. Ah, ils doivent se partager, oui. Comme on n'est pas un gâteau. Notre pays n'est pas un gâteau, donc il faut se partager. Pour le construire, on a besoin des énergies des uns et des autres, on a besoin de l'esprit de créativité des uns et des autres. Et ceux-ci doivent le mériter occuper des postes. Donc, au lendemain de votre prise de pouvoir, mérite, compétence. C'est tout. Il a parlé de, bon, peut-être que ça répond déjà à cette question, ça dit que cette affaire de concours, en fait, une géométrie variable dans les concours. Et il y a un aspect également, il faut totalement revoir le système éducatif, je ne le dirai jamais assez. Notre système éducatif est hérité de la colonisation. On va y revenir parce qu'il parlait là de baisse de niveau. Oui. Mais maintenant, sur les concours même organisés, on doit laisser la chance à chaque Camerounais de... Ah, donc égalité des chances. Égalité des chances. Parce qu'il a parlé de la défense, mais vous partez à l'ENAM si vous n'avez pas... Et je vais vous dire une chose, c'est justement à cause des privatisations, la baisse des revenus dans la fonction publique, que la corruption a exposé pour accéder à ces écoles-là. Je vous rappelle que pour des élèves qui étaient originaires des bassins de production, des produits qui avaient connu une chute drastique dans le cacao et le café, ils n'avaient plus accès à suivre des études normalement. Oui, tout à fait. Donc il y a des générations, plusieurs générations qui sont perdues justement à la suite de ces privatisations. C'est pour ça que nous nous attardons beaucoup sur les conséquences de ces. Ce fut une décision suicidaire, à la limite même génocidaire. On aurait dû trouver une autre formule et non se laisser imposer une prophylaxie qui ne conviendrait à rien à nos besoins, de développement. Donc pour les concours et autres, égalité de chance. Égalité de chance, il faut l'égalité de chance. Il faut donner la chance à chaque Camerounais qui a le et puis maintenant, parce que c'est que sur cette base-là que le pays peut se développer en libérant les énergies. Et puis maintenant, cette affaire qu'on paye les places, comment vous allez faire? Parce que ça sous-tend sa question. Justement, ça fait partie des actes de corruption. Nous allons combattre la corruption. Il y aura de nouvelles lois. Donc il y aura un ensemble de lois pour légiférer cela. Et le pouvoir législatif devra jouir de certaines prérogatives. Vous savez que jusqu'à présent, quand bien même un détourneur des deniers publics est épinglé, c'est pas tout de suite qu'il est traduit en justice. Il y a une catégorie qui est traduite en justice, mais l'autre catégorie peut continuer à se balader librement parce que la décision de faire traduire ces criminels économiques en justice lève la haute hiérarchie de la République. Vous voyez? Donc, il faudrait que chaque... Qui peut jouer donc sur les ficelles politiques, les ficelles ethniques et autres, ainsi de suite. Voilà, et ça crée des injustices, ça crée une forme d'injustice sociale, et avec des conséquences énormes
même sur la cohésion sociale. C'est ça, il a dit ça menace l'unité. Alors il parle de baisse de niveau. C'est-à-dire que, je sais pas, en fait, vous allez peut-être parler de ça, refaire l'éducation. Il faut le mettre à plat. Mais la question de fond, c'est que, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette baisse de niveau est relative au coefficient intellectuel des Camerounais? Non. Elle est conséquente aux conditions de vie des Camerounais. Elle est conséquente aux conditions de vie des Camerounais. Donc, alors, ça veut dire que vous allez vous attaquer à ces conditions de vie. Oui, il faut relever le niveau de vie des Camerounais. Okay. Et c'est possible. C'est vraiment possible. Pourquoi? Je me plais souvent à prendre un seul exemple. Oui. C'est celui de la transformation du bois. Oui. On a le pétrole, on a le gaz, on ne sait même pas où c'est où la décision de cette année. Oui. Bon, nous, on s'attaque à ce que tout le monde voit. Oui. Lorsque vous voyez les billes de bois qui sont exportés en grume, et vous imaginez la destination, qu'est-ce que les produits tirés de ces billes de bois coûtent lorsqu'on les réimporte? On réimporte, oui. Je pense qu'on devrait plutôt adopter, sur le plan de la transformation, de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles, la politique adoptée par le Botswana, qui a créé une nouvelle ville dans le Kalahari. Voilà, tout à fait. Voilà une transformation. Dans le Kalahari. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une politique qui oblige ceux qui s'intéressent au diamant, botswanais, d'aller l'acheter sur place déjà transformé. Aujourd'hui, le niveau de vie du Botswana est équivalent à celui du Portugal. Et ce n'est que le diamant. Le Cameroun a le bois, le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a le gaz, le Cameroun a l'or, le Cameroun a le diamant, le Cameroun a le cobalt, le Cameroun a la bauxite. Mais attendez un peu. Donc, c'est une question de volonté politique. Et il faudrait déjà que les Camerounais soient au courant des richesses dont dispose notre pays. Parce que beaucoup ne savent même pas. Ils pensent que nous sommes condamnés à l'eau de casser des cueillettes parce qu'ils ne savent pas quel est le potentiel réel de notre pays. Nous allons nous arranger pour communiquer sur le potentiel réel du Cameroun. Parce que cela va participer à la construction d'une identité nationale. Alors, Prince Idriss, je ne sais pas si vous avez été satisfait, s'il y a une autre préoccupation. Avant d'aller vers le patriarche Edgar Nangayi Boro, je rappelle que nous avons encore une vingtaine de minutes avant d'aller au terme de cette édition. Mais ce n'est pas la dernière, c'est la première qui inaugure d'une manière permanente les interventions du PURS sur ces antennes de GMS Afrique TV. Oui, j'ai eu une dernière proposition. Je voulais quand même ajouter quelque chose. Oui, le patriarche. Oui, tout à fait. Ah oui, le patriarche Edgar Nangayi Boto, allez-y. Et on va repartir vers Prince Idriss. Oui, la question qui me taraude un peu je voulais savoir, et si du conflit devenu un conflit de l'artiste parce que j'ai travaillé pendant un certain temps et puis là-bas pour la loi qui font la loi dans des villages regarde de passe plus politique qui parle maintenant c'est presque donc ça signifie que les lambas box des gens qui font dans le trafic des stupéfiants. Et si on parle, c'est une révélation grave, c'est pas seulement. Faudrait absolument que le bus puisse mettre l'accent dessus pour voir la situation, la cause, l'objectif, les ressources et les effets. Parce qu'il semblerait que ce n'est même plus un problème de politique comme on avait commencé, soit c'est 2016 ou 2017. 2016. Ça s'est déjà transformé en ça s'est déjà transformé en arme. Donc ce ne sont plus les corps politiques qui jouent de ce côté-là. Ce sont des anarchistes, des bandits qui se sont transformés en hors-la-loi. Donc si on essaie de lutter contre le narco,
épisode-là qu'il souhaiterait que ça puisse perpétuer et qu'il n'y ait pas de pression. Donc, il n'y a qu'à voir le mode opératoire par lequel ces gens-là tuent les gens. Je pense un peu à Florence, là, la gardienne de prison, et puis les autres. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu un peu demander au PURS, est-ce qu'il a pris conscience de cette affaire-là pour que l'affaire de politique qui s'est déjà transformée en affaire banditique, comment il va soulever cette situation? Parce que quand on plante, il y a des fermes de plantation de ce qu'ils appellent le cannabis. Et les gens, quand vous voyez les statistiques des voitures que la douane arrête, c'est en provenance soit du nord-ouest, soit de l'ouest et du sud-ouest. Prenons un peu l'exemple de ce qui s'est passé à l'aéroport où a perdu près de 3 milliards pour le trafic. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que le PURS va faire, va procéder comme dispositif des modes opératoires pour que la base au sommet qui fait à cette situation. C'est compris. Merci. Alors, la question est claire. Hein? Puis, ramener l'ordre dans le nord-ouest, le sud-ouest, au-delà de la solution politique, ce sera aussi une solution militaire. Militaire, pourquoi? Parce que les forces de l'ordre doivent disposer des ressources suffisantes pour pouvoir justement traquer tous les malfaiteurs. Peut-être avoir la capacité de les identifier et identifier leurs repères, parce qu'il parlait là des exploitations même. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut améliorer leur capacité opérationnelle, les capacités opérationnelles des forces de l'ordre à travers des coopérations. À travers des coopérations davantage bénéfiques, on peut se tourner vers des pays comme l'Iran, des pays comme la Turquie, des pays comme la Russie, des pays comme la Chine, qui disposent quand même d'une technologie d'avant-garde. En ce qui concerne la surveillance par voie aérienne à travers les... Vous avez l'impression que le régime actuel n'a pas voulu faire ces coopérations? Je ne dis pas, je ne les accuse pas, je ne pas. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine lourdeur dans l'implémentation, dans la gestion de ce conflit. Et pendant ce temps, ce qui étaient se disent, comme le rappelait d'ailleurs l'autre intervenant, la plupart se sont transformés en bandits de grand chemin. Une république ne peut pas fonctionner, se bâtir des bandits de grand chemin. Et pourtant, on a vu en RCA comment cette catégorie de gens-là, qui prenaient en otage les campagnes, ont été justement réglés par solution militaire, mais par coopération. Pour pouvoir justement arriver à identifier... Cette coopération ne doit pas seulement se limiter sur l'acquisition du matériel, elle doit s'étendre sur la formation des éléments de nos forces de l'ordre, de police, de nos forces de l'ordre, des FMO, qui, bien formés dans ces pays-là, pourraient eux-mêmes fabriquer, pourquoi pas, tous ces matériels logistiques. Tout à fait. Parce que s'il n'y a pas la formation, on va continuer à en acheter. Mais s'il y a une coopération franche adressée sur la formation, à terme, nous-mêmes on pourra fabriquer et jouir d'une certaine autonomie, donner une certaine souveraineté, pouvoir justement traquer non seulement là-bas, mais anticiper même dans le fond de Boko Haram. Parce que Boko Haram a commencé à se servir des drones, il faudrait que nous aussi ayons la capacité de nous en servir et surtout de les produire. Parce qu'il faut fabriquer, pas seulement d'acheter, il faudrait qu'on crée de nouveaux axes de coopération qui vont nous permettre, et ça nous avons les cartes entre nos mains, parce qu'il y a d'autres horizons qui vont s'ouvrir à nous en matière de coopération. J'aime souvent rappeler à mes interlocuteurs que nous avons un grand pays qui nous doit une dette mémorielle, c'est la Russie. Mais nous n'arrivons pas à la revendiquer, parce que j'ai le sentiment que le régime est un peu trop france-africain. Il ne veut pas aller dans ce sens. On a vu quand même la progression du Mali dans ce sens, la progression de Burkina Faso dans ce sens. Vous avez le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg, l'un des cofondateurs de la ville de Saint-Pétersbourg est un Camerounais.
Il s'appelait Hannibal. Ah, vous savez que j'anime une fondation qui honore sa mémoire. Tout à fait. Or, les Russes sont prêts à beaucoup nous donner. Mais nous sommes... il manque une véritable volonté politique. Au-delà de la volonté politique, les instruments par rapport aux francs CFA nous empêchent de développer une coopération fluide avec les autres pays sans que la France y mette un frein. Merci. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on va revenir, soit avec vous, soit avec le président. Non, on va dire le premier secrétaire national qui pourra venir ici. La question de la femme, la question de la jeunesse, la question de... Avec votre permission, oui. Quelqu'un a posé une question là s'agissant de l'amélioration du contenu du panier de la ménagère. Voilà, tout à fait. Ben, oui. On lui aurait fait un tort de ne pas y répondre, oui. Ce n'est pas la magie. Il faut mettre les gens au travail. Oui. Ah, il faut mettre les gens au travail. Les gens au travail. J'ai parlé des entreprises privatisées ou liquidées dans la foulée de 1990. Je me rappelle étant tout jeune. J'ai eu ma maman acheter le planteur au kilo qui était produit par la Mideville. Ah, la Mideville, tout à fait, oui, à l'époque. À l'époque. J'ai vu dans mon village les routes reprofilées dans les bassins de production de cacao, parce que je suis de la zone forestière, les routes reprofilées par la société de cacao, qui était une société d'encadrement des cacao-culteurs. À l'Est, c'était pratiquement la même chose, avec la ZAPI Est. Je pense que nous sommes tombés dans un énorme piège. Lequel c'est? Avec les privatisations. Il faut remettre, il faut restituer, ramener, repenser la création de certains instruments de développement qui pourront participer à l'amortissement, à l'accomplissement du... Comment on peut appeler ça? De l'autosuffisance alimentaire. C'était d'ailleurs un programme en principe. Parce qu'un peuple qui a faim est un peuple malléable, est un peuple qui n'a pas... Ah, c'est Prince qui parlait ça, la question du panier de la ménagère. Voilà. Qui devient une préoccupation parce que tout devient cher, alors que nous avons des terres, nous avons... les politiques foncières, nous avons oui, tout à fait. La constitution camerounaise est calquée sur la constitution française. Et dans cette constitution, la politique foncière qui est imposée au Cameroun, où les terres appartiennent à l'État, n'est pas justifiée. Les terres doivent appartenir aux communautés qui y vivent, et qui sont, c'est-à-dire les pygmées. C'est pour ça qu'on voit, vous posez notre problème très sérieux, on a vu la vallée d'Intem, on a vu ceci, on a vu ceci, parce que l'État peut s'en emparer. Le fait que justement les terres appartiennent à l'État ouvre grande les portes de la corruption et de la prédation foncière. Est-ce que vous savez que sur le site de Mbalam, qui est en brousse, on a retrouvé des gens avec des titres fonciers. C'est la même chose qui est arrivé sur le projet de l'autoroute. Parce que j'ai été communicant de ce projet dans le cadre de collaborateur de l'agence Chine Nouvelle. Je m'occupais du volet communication. Tant que l'État, les terres appartiennent à l'État, nous sommes exposés à d'énormes abus. Voilà des gens qui, sur le projet d'exploitation du fer de Mbala, se sont partagés pour des milliers d'hectares avec titre foncier. Le projet connaît des difficultés. En faisant semblant que ça appartient à l'État. Voilà, il faut les dédommager, il faut les indemniser. Voilà donc une question que personne n'aborde, mais c'est une question fondamentale. Les terres doivent appartenir aux communautés et non à l'État. Alors, Prince Idriss, Nanga Edgar Aïbodo, on a encore 2 minutes avant de laisser le plateau pour le mot conclusif. Prince Idriss Nasser. Oui, Hubert, j'ai une dernière préoccupation qui est celle du phénomène d'acculturation. Vous savez, lorsqu'on a maîtrisé la langue maternelle, on peut également maîtriser la technologie et même la santé. Parce que parfois, pour soigner, on doit utiliser nos ressources naturelles. Et pour également, nous allons prendre le cas de la Chine, qui aujourd'hui, le Cameroun a apporté de l'aide à la Chine dans les années, je pense, 90 et autres. Bon, et aujourd'hui, la Chine est en train de prospérer, est devenue peut-être la 2e puissance mondiale à partir de sa technologie. Et pour mieux maîtriser la technologie, il faudrait aussi qu'on maîtrise sa langue maternelle. Et nous savons que la langue que l'Occident nous impose, il y a ceux de nous qui ne la maîtrisent pas. Bon, dans le phénomène de la lutte
nationale, une langue qui doit être connue par, une langue maternelle qui doit être connue par les Camerounais, afin de mieux maîtriser, afin de mieux s'outiller pour s'accaparer du secret de l'Occident qui est la technologie, pour que nous puissions accéder au développement. Comment le plus va s'engager? Oui, question fondamentale, culturelle. Vous allez à parler de langue depuis, mais dites comment, quels sont les outils? Non, nous avons dans notre projet, le programme politique, nous pensons, je vous l'ai dit d'ailleurs, qu'il faut mettre de côté les langues héritées de la colonisation et adopter une langue nationale qui s'imposera à tous les Camerounais, à travers tous les Camerounais, à travers tous les Camerounais se reconnaîtront. On ne sait pas encore laquelle, les études sont faites, mais Oumioba avait déjà fait allusion à cette disposition en parlant du Fulbe. Si vous rentrez bien dans les discours de Oumioba, vous trouvez qu'il pensait déjà que le Fulbe pouvait être une langue nationale, pourquoi pas. Nous sommes en train de réfléchir à propos, mais ça fait partie de notre projet de société, ça s'inscrit en lettre d'ordre de notre programme. Parce que sans cette identité culturelle, nous resterons des hybrides. Il a cité le cas de la Chine. Je vais quand même rappeler que moi j'ai fait des études en anglais à certains niveaux. J'ai eu un professeur qui un jour m'a conseillé de réfléchir à ma langue et de traduire en anglais. Ça c'est un anglais, un britannique qui me l'a dit. C'est pour dire que la langue est très importante. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là où nous en sommes, où nous avons oublié, nous oublions nos langues? C'est une construction qui est la conséquence de ce que le colon nous a imposé dans le cadre des accords de coopération. Hubert, moi j'ai fait l'école primaire en Balmanie. C'est une petite école, on appelait ça l'école publique de Yac. J'ai une cicatrice là, c'est là où j'ai pu s'escalader parce que j'étais un peu têtu. En courant, je me suis renversé, je me suis ouvert l'arcade sourcilière. Il y avait quelque chose qui se passait dans la cour de récréation, qu'on appelait le symbole. Le symbole, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il était interdit. Il était interdit de nous exprimer. Ah, on vote là, ok. Et ça, c'était les instructeurs pédagogiques à l'époque étaient des Français. J'avais 7 ans, 8 ans. Et je savais dire que. Alors, tout le monde faisait des efforts pour éviter d'être puni. Parce que le symbole, c'était quoi? On te remettait, je ne sais pas, n'importe quoi là. Et puis toi, tu te mettais à guetter dans la cour. Si tu entends des gens parler en langue maternelle, tu leur collais le symbole en présence d'un témoin. Et puis ce sont eux qui continuaient donc à tenir la chaise. Et vous étiez obligé, à quel âge, quand vous avez 6, 7, 8 ans, vous imposez des langues, une langue française, une langue étrangère aux enfants. Mais ces langues, ils ont peur même de parler leur langue. Ils prennent peur. Et cela a existé dans ce pays. Donc aujourd'hui, la conséquence est là. Même il y a des gens de notre génération qui ne savent pas du tout s'exprimer dans leur langue. Dans leur langue, oui. Parce qu'on leur a imposé. Donc il a raison. Le colonisateur a mis en place ces dispositifs-là pour nous aliéner sur le plan culturel. Et ça a des conséquences dramatiques. Imaginez donc, du moment où on vous a imposé cela, lorsque vous allez au niveau des études supérieures, vous arrêtez de réfléchir en votre langue. Vos enfants à une autre langue. Vous devenez simplement des nègres de service. Et c'est ce que nous sommes, la plupart d'entre nous sommes, parce que beaucoup d'entre nous ne savent même pas s'exprimer. Ça veut dire que la rénovation est profonde. Très profonde. C'est un chantier très vaste auquel tous les Camerounais devraient ont leur place. Parce que sur le plan culturel, quand je vous parle dans des langues maintenant, on parle des langues, rien que le symbole là, c'est à partir de là que vous perdez votre culture. Vous savez, j'ai eu le plaisir aussi de connaître mon arrière-grand-mère, qui avait l'art de conter des histoires où tu t'endormais, tu te réveillais et tu continuais à l'écouter. Parce qu'on ne sait pas d'où elle tirait cette énergie. Mais ce n'était pas, c'était des histoires très bien, tellement riches, qui pouvaient vous permettre de vous orienter dans la vie. Parce qu'il y avait de la sagesse dedans. Par exemple, l'histoire de Koulou Banze, dans la tortue et la panthère. C'était la ruse, la malignité. C'est les mêmes choses que toi tu peux pratiquer pour te sortir de certaines situations, mais c'était comment? C'était en langue. En langue. Avec tout ce que c'est là, avec toute la beauté que ta langue, qui est celle de ta langue. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Et nous avons l'intention justement de mettre en place un programme pour permettre de retourner aux sources. Au cas où de retourner aux sources déjà à travers l'apprentissage des langues, mais que ce soit quelque chose de dynamique. Dans les écoles, dans les quartiers, dans
Dans les familles. Dans les familles, il faut mettre en place une organisation. Peut-être même primer les enfants qui s'expriment bien dans leur langue. Oui. Alors, on arrive au terme de ce programme avec le temps qui nous est imparti, 1 heure. On a débordé pratiquement de 7-8 minutes, c'est pas grave. Alors, quel est le mot de fin? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette période qui s'ouvre, cette phase? Quel est l'engagement du PURS? Quel est l'appel fait aux populations, que ce soit en national au Cameroun, en Afrique et dans le monde? Oui, le message de fin, je voudrais inviter les Camerounais à marquer un temps d'arrêt, à se remettre en question et à considérer certaines choses sur le plan politique pour regarder avec une certaine rigueur qu'est-ce qu'ils sont devenus, se regarder dans la glace, oui. pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et pourquoi ils en sont là. Oui. Parce que nous sommes les produits d'un système. Un système qui n'est pas à notre service, un système qui est au service des intérêts étrangers, avec les complicités endogènes qui en profitent. Il est question pour nous, PURS, de remettre en question, de remettre le Cameroun aux Camerounais, de construire un nouveau Cameroun qui sera souverain, uni, prospère, où régnera la justice sociale. Donc il n'y aura pas de Cameroun de seconde zone ou de première zone, aucune communauté ne sera supérieure à l'autre. Les Camerounais devront se reconnaître à travers des valeurs communes qui vont nous permettre de bâtir une véritable nation camerounaise, parce que jusqu'aujourd'hui, le Cameroun est certes indépendant, entre guillemets, depuis 65 ans, mais le Cameroun n'a jamais été une nation. Une nation, comme je le disais tantôt, c'est une langue et un territoire. Certes, le Cameroun, c'est un territoire, mais le Cameroun n'a pas une langue. C'est pour ça que nous mettons l'accent justement sur cette innovation sur le plan culturel, en adoptant certainement au lendemain du 12 octobre les premières mesures qui vont porter sur un changement total de paradigme, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan international, parce qu'il est question pour nous de tout remettre à plat pour repartir à la limite à zéro. Et rassurez-vous, nous n'allons jamais, nous n'avons pas la prétention d'organiser la chasse aux sorcières. Nous pensons que le Cameroun, ceux qui nous ont gouverné jusqu'à aujourd'hui, appartiennent à une époque qui est aujourd'hui révolue. Il est question de trouver un mécanisme humaniste pour ne pas les vouer aux gémonies, c'est-à-dire ne pas les condamner à mort parce qu'ils ont vécu dans un environnement précis. Mais le Cameroun n'est pas encore en faillite sur le plan économique. Donc nous pouvons repartir avec un nouveau Cameroun sur de nouvelles bases consensuelles, que ce soit sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan même en matière de coopération internationale. Ce Cameroun, c'est notre principal héritage patrimonial. Il nous appartient à nous tous et nous n'allons jamais envoyer l'enfant d'autrui se faire affronter la police, affronter les forces de l'ordre, ou peut-être que nous voulons aller étudier. La solution, ce n'est pas d'aller étudier. La solution, à notre avis, probablement, au niveau du PURS, c'est de construire un nouveau Cameroun souverain, uni et indépendant. Et avec tous les compatriotes, que ce soit ceux qui sont au Cameroun ou ceux qui sont à la diaspora. Alors, on va écouter ces Camerounais, justement, parce que Prince Idriss leur a donné le micro du côté de l'Ouest, ce qu'ils pensent après la liste qui a été publiée dernièrement, et on vient repartir pour boucler cette édition. Allons d'abord prendre cet extrait ou ce vox pop, comme on l'appelle. On revient sur ce plateau. Les échéances commencent à voir se dérouler. C'est les prochaines échéances. Ça se passera très bien. Car vraiment, avec de nombreux partis qui sont allés se présenter pour les élections, je ne trouve pas mieux que le parti au pouvoir. Le président de la République, Paul Biya. Je suis derrière lui et je le soutiens jusqu'à la gare. Je crois que ça va se dérouler dans les bonnes conditions. Oui, que pensez-vous de l'opposition qui va en rang dispersé aujourd'hui? L'opposition qui va en rang dispersé aujourd'hui, j'espère que
il n'y a pas l'entente entre eux, c'est de désordonner et moi je ne trouve personne qui peut être à la tête de ce pays et diriger normalement. Oui, n'avez-vous pas une inquiétude quand le président de la République se présente aujourd'hui à près de 92 ans? Est-il en même, a-t-il réuni toutes les conditions sanitaires, voire même physiques, pour diriger à bien ce Cameroun? Je le dis très bien, oui. Il est en forme et il a tout réuni, toutes les conditions physiques pour vraiment tenir encore ce pays en main. Oui, nous avons vu dans les réseaux sociaux d'aucuns qui sont en train de manifester par rapport au Cameroun qui est géré comme une épicerie, le Cameroun qui est aujourd'hui géré comme par procuration. Qu'en dites-vous? Non, c'est les ont dit que le Cameroun est géré par procuration. Moi, je ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas géré par procuration. Le président de la République, puisqu'il n'est pas mort et il répond en fond, d'après ce que les gens disent que par procuration, je ne vois pas ça par procuration. Oui, nous avons vu les manifestations presque partout dans le monde, en France et même ici au Cameroun. Ne craignez-vous pas un brasier au Cameroun au lendemain des élections ou bien avant les élections présidentielles? Oui, merci bien. Comme vous avez dit que cela s'est passé partout dans le monde entier, je ne crois pas que le Cameroun est sur le Cameroun et ça ne peut pas se passer ici au Cameroun comme ça. D'accord. Le Cameroun. Et le rejet de la candidature de Maurice Kamto ne peut pas venir entraver quelque chose par rapport aux élections futures échéances. Nous allons tout simplement dire que Elekam a fait le travail qu'il fallait qu'il fasse. Il n'y a absolument rien à reprocher à cette structure qui n'est que là pour faire le travail qui a été remis entre ses mains pour pouvoir le faire. Oui. Donc actuellement là, nous allons tout simplement nous attarder sur la candidature de notre champion. Oui. Donc rien ne va entraver, n'est-ce pas, cette échéance. Donc ce que nous croyons, c'est que tout va bien se passer. Tout va bien se passer en ce qui concerne notre parti. Bon, que pensez-vous de l'opposition qui va aujourd'hui en rang dispersé? Est-ce que l'opposition est à même de faire un changement ici au Cameroun quand nous voyons l'opposition qui également va en rang dispersé quant aux élections présidentielles du 12 octobre? Bon, chacun est en train de jouer son rôle en ce qui concerne l'opposition. L'opposition a choisi ce qu'ils ont jugé utile de faire. Donc nous restons concentrés par rapport à notre parti. Rien à dire par rapport à cette opposition qui va en rang dispersé. Bon, que dites-vous du président de la République qui aujourd'hui a 92 ans? Est-ce qu'il a encore ce pouvoir-là ou bien cette opportunité, cette sagesse-là de bien diriger le pays? Rien ne peut déranger la gestion de ce pays en ce qui concerne le président Paul Biya. C'est notre champion, il a toujours eu à nous faire comprendre que rien ne peut l'empêcher, n'est-ce pas, de bien gérer ce pays. Le président de la République, Paul Biya, est notre candidat. Nous allons tout faire pour pouvoir le soutenir par rapport aux prochaines élections. Il a fait son travail. Donc, il y a 13 candidats. Mais nous attendons le dernier mot à la Cour constitutionnelle. Pour que si vraiment Kamto doit être candidat, non ou pas. S'il est candidat, c'est que c'est bon. Il y a un monsieur qui cherche à retirer le Cameroun dans la souffrance. Les gens sont en train de souffrir. Si vous envoyez un enfant à l'école, vous dépensez sur lui, il rentre, il dort, il rejoint encore le parent, au lieu qu'il trouve un service, il n'y a pas au Cameroun. Donc nous voulons celui qui viendra au pouvoir et fait mieux et travailler pour que les jeunes puissent travailler. Parce qu'actuellement, les jeunes vivent vraiment mal. Et nous voulons que, si même Kamto ne va pas aux élections, qu'il donne tous ses militants à celui qu'on va, les candidats unis qu'on va les donner pour qu'ils puissent être candidats. C'est ça, le souhait des Camerounais est que les opposants soient un et donner un seul candidat pour que le militant de Kamto aligne derrière ces candidats-là pour qu'on puisse avoir un changement.
Merci, je vous remercie. N'avez-vous pas une inquiétude quand l'opposition va en rang dispersé aux élections présidentielles? Quand ils partent en rang dispersé, on a peur. Il n'y a pas de suite favorable. Il faut seulement un candidat unique. Les Camerounais sont en train de souhaiter que l'opposition, s'ils sont là pour le peuple, normalement, s'ils veulent un changement, qu'ils donnent, même si Canton ne part pas, ils donnent un candidat. Tous les militants de Canton vont s'aligner derrière celui-là. Oui, et que pensez-vous de la candidature d'une femme, Hermine Thomas Inondam Joya, qui a vu sa candidature acceptée au niveau de l'ECAM? Voilà, je vais d'abord remercier l'organisation du gouvernement, parce que c'est toute première fois de trouver une femme dans l'Afrique centrale qui est candidat au présidentiel de 2025 ici au Cameroun. Donc ça prouve alors que c'est bien organisé, nous avions accepté. Que les femmes s'alignent derrière la femme. Pour que la femme qui est candidat, s'il est aujourd'hui chef pour le président de la République, il va sauver l'honneur de femmes camerounaises. Et qu'aimerez-vous créer qu'en face pour que au lendemain des élections, avant les élections, qu'il y ait la paix ici au Cameroun? Parce que nous voyons les manifestations au niveau de la France et presque partout dans le monde. Même ici au Cameroun, il y a manifestations. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait qu'en face pour que les élections se déroulent normalement ici au Cameroun? Il faut que l'élection soit sérieux, véridique, transparent. S'il y a la transparence, c'est qu'on va vivre dans la paix. Nous ne souhaitons pas peut-être le trouble, la guerre. On cherche au Cameroun d'abord la paix. On ne peut pas arranger un pays dans le sang. On ne peut pas arranger le pays dans les rues. Donc c'est rester assis et trouver les solutions du peuple. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que les gens ne mangent pas à leur faim, c'est parce que les gens peuvent s'énerver parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ne mangent pas bien. Alors, Pierre, obligé de vous redonner la parole parce que c'est la rue qui parle là, avec des inquiétudes. Après la proclamation des résultats de la liste dernièrement, il y a eu un vent un peu partout. Alors, les gens s'inquiètent. Dès qu'on va vers quelle élection, c'est vrai que vous avez déjà parlé de votre position, mais quelles sont peut-être les actions à mener pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation? La responsabilité de l'élève essentiellement est celle des leaders politiques et de la société civile. Parce que quand vous faites le monitoring, le message des appels à la révolte, au chaos, qui circulent dans les réseaux sociaux, vous avez pratiquement la chaîne de poule. Vous commencez à vous poser la question de savoir si les Camerounais sont qui dessinent le diable sur le mur, savent à quoi ils ressemblent. Moi, j'ai séjourné en Centrafricaine pendant la crise, et je connaissais que c'est qu'une crise. Je crois que nous faisons un peu preuve, il y a certains leaders politiques qui font preuve d'une certaine méconnaissance des conséquences d'une crise majeure. Et comme le Cameroun n'a pas connu une crise d'envergure qui a ébranlé tout le territoire national, les gens continuent à surfer dessus et ma foi, c'est pas honnête. C'est pas honnête parce que quand bien même il y aurait des jeux fourrés ou alors une crise majeure, c'est des Camerounais qui vont mourir. Est-ce que nous allons gouverner qui? Nous ne sommes pas partisans du Cameroun et encore moins partisans de la violence. Nous pensons que les solutions à nous pourraient être trouvées de manière endogène. Il faut faire très attention. Certains des acteurs au Cameroun, nous le savons, sont en collision avec les puissances étrangères. Vous vous rappelez les rencontres de l'ambassade de France avec certains leaders politiques au Cameroun, vous vous rappelez des meetings ou des rencontres tenues en France, aux États-Unis et ailleurs, de certains acteurs politiques avec des autorités étrangères. Il faut que les Camerounais sachent une chose. Le Cameroun, c'est un patrimoine commun. Nos dévanciers ont payé de leur vie pour que ce pays existe. Et aujourd'hui, même leur mémoire n'est pas restituée. Nous, le PURS, pense qu'il est temps que tous ceux-là qui ont payé de leur vie l'existence de l'indépendance de notre pays et qui n'ont pas vécu cette indépendance qu'ils ont souhaité. Il est temps que nous autres, les survivants, alors, nous qui sommes là aujourd'hui, que nous nous approprions les véritables leviers de notre souveraineté, de notre indépendance et que nous arrêtons de nous prostituer
avec notre bourreau, sinon serait considéré comme étant victime, et comme étant des victimes du syndrome de Stockholm, qui sont en général incapables de se passer des coups de fouet du maître. Il est donc question pour nous de ne pas encourager les Camerounais à rentrer en rébellion contre leur pays. L'histoire est cyclique. Aujourd'hui, Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Même l'artisanat naturel, il partira quand même n'importe comment un jour grâce à l'artisanat naturel. Nous abordons l'élection avec sérénité. Oui. Nous abordons l'élection pour la gagner. Nous allons la gagner avec ces Camerounais qui partagent notre projet de société, oui. Et non avec ceux qui sont prêts à mourir sur des promesses ou alors sur des insurrections ou le sacre de la barbarie. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous sommes un parti républicain. Nous respectons les lois de la République. C'est pour ça justement que nous n'avons pas eu des difficultés pour passer notre dossier, parce qu'on n'avait pas besoin de jouer à trichette ou à autre chose. Notre dossier est clair. Il répond aux conditions posées par exigées par le code électoral camerounais, et nous n'avions pas besoin de jongler ou de trouver des excuses, ou alors de jongler ou d'embarquer l'opinion dans une aventure sans lendemain qui pourrait coûter cher. On parlait du conflit dans le Nozo. Imaginez si ce conflit s'étendant désormais sur tous les pays. Ce qu'on ne nous souhaitons pas du tout. Je vais rappeler quand même à nos téléspectateurs que c'est à la faveur justement du chaos que la prédation internationale profite pour nous enfermer davantage. Aïe, ça c'est très... Ah merci, merci à vous, Prince Idriss, merci Edgar Nangayi Boudou, merci Dr Lunjom, merci Abandon au niveau de la terre. Merci à vous, merci au président candidat Serge Espoir Matouma qui a suivi justement cette émission. Merci à vous, l'émission est sur live streaming, vous pouvez la trouver sur notre page Facebook et d'ailleurs sur notre compte YouTube. Et c'est pas la première, ça c'est la première fois, mais c'est pas la dernière. Nous serons ici avec l'Opus tout au long de cette période qui est la période de l'élection présidentielle au Cameroun. Vous avez compris que l'Opus, ça va en profondeur dans justement la rupture et la nécessité de reconstruire, pas un Cameroun, un nouveau Cameroun, un Cameroun, pour construire un nouveau Cameroun. Voilà. Merci à vous, merci de nous avoir bien de choses au président directeur général qui nous suivait aussi très attentivement. Madame, salut, monsieur, bonsoir. On se retrouve demain, probablement peut-être avec un autre candidat que nous allons annoncer à partir de demain matin. Madame, salut, monsieur, bonsoir.